vous être déplacé si loin en cette période pluvieuse pour rejoindre ce webinaire consacré par le cabinet Bignon-Lebray à ce sujet d'actualité auquel on ne passe pas à côté de cette période de rentrée, qui est celui de la poussée inflationniste, de l'envolée des cours de certaines matières premières, de certains matériaux, qui met de nombreux contrats publics, marchés publics, concessions de services publics, à rude épreuve et qui, je pense, doit jouer avec les nerfs de certains acheteurs publics et de certains titulaires du marché. On a eu au cours des mois passés une doctrine assez intense de la part de Bercy et Matignon, qui ont multiplié les prises de position pour tenter d'apporter certains outils d'aide à la décision, certains supports juridiques aux acteurs de la commande publique qui voudraient réétablir, rééquilibrer leurs relations financières. L'enjeu de cette session sera de vous démontrer en pratique ce qu'il en est et de lire à travers les lignes de cette doctrine. Voilà. On va essayer de la faire court. Je tenterai de maintenir à peu près 45 minutes de sorte qu'on puisse encore échanger quelques minutes avant la pause déjeuner. Alors bon, le contexte, inutile de s'attarder dessus. On connaît tous la hausse des prix, on sait tous la poussée inflationniste qu'on a en ce moment. Il suffit pour s'en faire d'ouvrir le journal télévisé. C'est quasiment la moitié des sujets qui occupent les journalistes en ce moment. Alors la question, on y viendra plus en détail par la suite, c'est de savoir à quel point cette période d'inflation est exceptionnelle. Et c'est vrai que quand on se place sur un graphique de plus longue durée, bon là je prends un graphique assez général sur les indices des matières premières et de l'énergie, on voit que c'est pas non plus une situation qui n'a pas eu de cours précédemment, hein. Il y a eu des précédents, en particulier juste avant la crise des subprimes, hein, au premier semestre 2008. Bon, ça c'est pour le contexte économique sur lequel il n'y a pas besoin de s'attarder. Ce qui nous intéresse plus en détail aujourd'hui, c'est le contexte juridique. Comment le pouvoir réglementaire interprète cette évolution du contexte économique et comment Bercy et Matignon préconisent de s'adapter à ce contexte économique. Alors, on a eu une poussée de doctrine administrative assez forte au cours de l'année, qui a commencé par des questions adressées aux ministres concernés, questions parlementaires, questions sénatoriales, qui ont en quelque sorte eu le mérite de faire remonter le problème, de mettre le pouvoir réglementaire face à sa responsabilité. Et compte tenu du besoin exprimé de clarté sur l'état du droit pour faire face à la poussée inflationniste, on a un Premier ministre qui a d'abord pris la plume avec une circulaire assez précise de 16 juillet 2021 qui porte spécifiquement sur les marchés de l'État qui seraient confrontés à des difficultés d'approvisionnement. Puis est venue cette fiche très complète, même si assez peu pratique, de la direction des affaires juridiques de Bercy du 18 février 2022 sur les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières, suivi d'une circulaire un peu plus engagée du 30 mars 2022 du Premier ministre qui invite les acheteurs à modifier tant que faire se peut les contrats et qui rappelle aux titulaires de marché les possibilités de recourir à la théorie de l'imprévision. Bon, on a ici un panel de prise de position, des boîtes à outils qui sont livrées par le pouvoir réglementaire, mais il faut rappeler quand même l'évidence, c'est que d'un point de vue purement juridique, il n'y a pas de nouveau texte. D'accord ? Donc on a des acteurs politiques qui ont, parce qu'ils avaient un besoin de réaction, notamment médiatique, affiché leur soutien aux acteurs du monde de la commande publique. Ils ont pris la plume, mais il n'y a pas non plus de disposition magique qui serait sortie pour faire face spécifiquement au contexte économique que nous connaissons. Donc on est invité à utiliser, réutiliser, voire sortir du tiroir des textes et
et des dispositions assez vieillottes, hein, notamment la théorie de l'imprévision, et qui ne sont pas des textes qui avaient été rédigés expressément pour faire face à cette situation. Et c'est là toute la difficulté du sujet. C'est que parfois, on a l'impression qu'il faut mettre des ronds dans des carrés et utiliser des vieux textes pour les adapter à une situation qui n'était pas celle qui prévalait au temps où ils étaient rédigés. Bon, très rapidement, j'aborde la boîte à outils préconisée par le pouvoir réglementaire s'agissant des contrats existants. Je ne m'attarderai pas davantage dessus puisque le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est bien l'adaptation des contrats en cours, sujet bien plus difficile. Alors, très rapidement, s'agissant des contrats existants, bon, que nous dit à l'époque Jean Castex, hein, Premier ministre, eh bien c'est mettez des clauses de révision dans les nouveaux marchés, vous, acheteurs. Bon, c'est de toute façon une obligation qui figure déjà dans les textes. Vous avez la référence ici, le R211213 du Code de la commande publique, qui nous dit en substance, eh bien, quand on a un marché qui directement ou indirectement est exposé aux aléas portant sur les cours des matières premières, eh bien, il faut inclure une clause de révision. Donc évidemment, si on est sur un marché de services, purement services, sans approvisionnement, ça n'a moins d'intérêt, mais en tout cas pour les marchés de travaux et de fourniture, c'est devenu un passage obligé. Mais bon, insérer une clause de révision, moi je pense que certains titulaires du contrat derrière cet écran partageront mon point de vue. C'est pas la solution à tous les problèmes, hein. Il faut savoir choisir le bon indice de révision, ce qui n'est pas toujours évident, tant il y en a, tant ils sont nombreux. Et surtout, il faut savoir jouer avec la périodicité de ces révisions, hein. En ce moment, les cours bougent au mois le mois. Quand vous avez une clause de révision annuelle, ça ne va pas sauver la situation du titulaire de marché qui est en péril sur un contrat. D'accord ? Et d'ailleurs, le problème a visiblement été entendu, puisque dans les nouveaux CCAG qui sont intervenus en 2021, il est prévu, s'agissant du CCAG fourniture courante et services, que la révision intervienne au moins trimestriellement, tandis que la périodicité est encore plus accentuée pour les marchés de travaux, puisque le CCAG de travaux 2021 prévoit que la révision intervient mensuellement, hein, puisque les acomptes mensuels doivent tenir compte de la révision des prix. Donc, premier outil pour adapter les nouveaux contrats, ou en tout cas les rendre plus flexibles à l'envolée des matières premières, c'est donc les clauses de révision de prix. Autre possibilité dont on parle beaucoup, mais qu'on voit finalement assez peu en pratique, c'est celle d'insérer des clauses de réexamen. On parle encore de clauses de revoyure dans les marchés publics. Pourquoi une clause de réexamen? C'est de se dire, bon, on est parti sur un contrat qui fait 5 ans, qui fait 10 ans. Les conditions économiques aujourd'hui sont celles-ci. Sachez que si demain les conditions économiques devaient être celles-là, on se met autour d'une table et on renégocie le bout de gras dans telle à telle limite. Bon. Le texte invite quand même à être extrêmement clair, hein, pour encadrer les possibilités de modification ultérieures. Hein, le R2194.1 du CCP nous dit les clauses de variation de prix ou d'options claires, précises et sans équivoque. Ce n'est pas toujours évident d'instaurer des clauses claires, précises et sans équivoque pour anticiper une éventuelle situation qui peut intervenir dans le futur et dont on ne maîtrise pas tous les paramètres. C'est pour ça qu'au final, on parle beaucoup de cette possibilité, mais elle est assez peu utilisée en pratique. On va plutôt l'avoir, je pense, dans des contrats de concession de services publics où on peut voilà, plus facilement prévoir des hypothèses, en tout cas les encadrer. Par exemple, on peut faire des hypothèses de prix ou sur telle fréquentation d'un site, au-delà de tel nombre d'entrées, on basculerait la redevance du concessionnaire en concédant de tel prix à tel prix. Voilà, il faut pouvoir, tant que faire se peut, encadrer les hypothèses. Mais à mon avis, ce n'est pas une clause qui permettrait, hein, comme dans les contrats de droit privé, de faire ce qu'on appelle une clause de rendez-vous. C'est-à-dire, si les conditions changent, paf, on se revoit et on est obligé de renégocier quelque chose. Bon, ça, c'est trop large. Il faut d'ores et déjà cadrer les hypothèses qui pourraient donner lieu à une modification. Donc, difficile à utiliser. Et en fait, elle l'est d'autant plus que, et ça, c'est une condition
que les auteurs ne voient pas toujours visiblement, c'est une clause qui doit, nous dit le texte, doit figurer dans les documents contractuels initiaux. D'accord? Donc, en quelque sorte, elle est à l'initiative seule de l'acheteur public qui devra, dans ses documents de la mise en concurrence, lui-même prendre l'initiative d'encadrer des hypothèses futures qui pourraient donner lieu à telle ou telle renégociation de prix. C'est pas forcément évident. Alors déjà, c'est pas évident, et en plus, c'est pas spécifiquement on va dire, dans l'intérêt de l'acheteur public, qui lui pourrait préférer avoir, on va dire, un flat price, hein, un prix qui ne bouge pas pour toute la durée du contrat, plutôt que de s'embêter dans des hypothèses un peu compliquées à alambiquer d'anticipation d'éventuelles modifications de prix. D'accord? Donc, gardons bien à l'esprit que c'est un outil dont on parle beaucoup, mais qui est quand même difficile à cadrer et qui, en tout état de cause, est à la main de l'acheteur public et à lui seul. Autre outil d'évolution des contrats, pour en tout cas les nouveaux contrats, Bercy nous invite à insérer dans les nouveaux marchés des clauses de gestion des délais. Alors bon, vous avez la phrase ici, hein, pourra utilement prévoir dans leur marché à venir des clauses exonérant le titulaire de pénalités de retard et prévoyant la prolongation des délais d'exécution en certaines circonstances. Bon, sous-entendu, vous êtes titulaire d'un marché de travaux, vous avez un délai de temps pour réaliser votre lot, mais si jamais il y a un retard dû à la découverte d'une pollution, bon, eh bien, on ne vous inflige pas de pénalité. Entre nous, c'est bien de l'écrire, mais même sans texte, la jurisprudence dit que le titulaire du marché ne doit pas payer de pénalité pour un retard dont il n'est pas responsable. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de suivre Bercy et aller prendre le risque de rédiger des clauses qui sont difficiles à rédiger tout simplement pour stipuler que quand il y a un retard qui n'est pas de son fait, le titulaire ne se verra pas infliger de pénalité? Je doute de la pertinence de cet outil. En tout cas, Bercy nous invite à le pratiquer. Et enfin, Bercy nous dit, acheteurs, soyez généreux dans la limite du possible sur les avances de paiement, hein, avec, selon Bercy, une avance de moins 30% du montant du marché sans constitution de garantie financière. Voilà donc les outils imparfaits qui sont proposés par Bercy pour les nouveaux contrats. On vous communiquera le PowerPoint hein, si vous souhaitez avoir les références des textes, etc. J'en viens maintenant à ce qui nous concerne le plus, c'est la situation des contrats en cours. Un acheteur public et un titulaire sont liés par un contrat de long terme, qui a été conclu à un moment où l'économie est tâtonne, parfois pendant le Covid, hein, à l'époque où le gasoil a été quasiment à 1 euro le litre. Maintenant, pas de bol, la situation s'est totalement inversée. Personne n'avait vu venir. On est quasiment passé à 2 euros le gasoil. Bon, je ne vous fais pas toutes les statistiques de toutes les autres matières premières. Bref, la situation s'est totalement renversée. Personne ne l'avait vu venir. L'équilibre économique du contrat n'est plus ce qu'il était au moment où il a été conclu. Comment fait-on pour réadapter cet équilibre économique? Il y a deux hypothèses. La première, celle qui est préconisée par Bercy, c'est que l'acheteur fasse preuve de bienveillance et de diligence et s'accorde avec son titulaire pour conclure un avenant de rééquilibrage du contrat. On verra plus en détail comment rééquilibrer le contrat dans cet avenant. Ça, c'est l'hypothèse, si je puis dire, consensuelle. On se met autour de la table et on arrive à réajuster les conditions d'exécution du marché et par là même à toucher un peu et dans la limite du possible aux conditions économiques. D'accord? L'autre hypothèse, qui est résiduelle et qui vient après, dans le cas où il n'y a pas d'accord possible à l'amiable, c'est de prévoir une indemnité d'imprévision. Alors, une indemnité d'imprévision, on y reviendra, c'est dans une logique purement indemnitaire. C'est-à-dire qu'on ne touche pas aux conditions d'exécution du marché, la prestation reste la même, on n'est pas tenu de passer par un avenant, mais le titulaire a droit à une indemnité au titre de ses charges dites extra-contractuelles lorsque le bouleversement de l'équilibre économique du contrat impose une charge qui n'était pas prévue à l'origine. D'accord? Donc, dans la première hypothèse,
On est sur une conception un peu plus dynamique du contrat. On s'accorde pour essayer de le rééquilibrer en prenant à la fois la nature de la prestation et les conditions économiques. Dans la seconde hypothèse, qui est plus résiduelle, on est dans une logique plus passive où il n'y a rien qui change dans le périmètre de la prestation du titulaire. Il ne fait que demander, on va dire, un petit chèque complémentaire pour essayer de limiter la casse. J'aborderai d'abord l'hypothèse privilégiée, celle de la modification des contrats, avant de m'attarder sur celle de l'imprévision. Alors, je fais pour vous l'effort de passer au peigne fin la doctrine préconisée par Bercy et Matignon. Qu'est-ce qui suggère? Nous, le pouvoir réglementaire suggère d'ajuster un peu tout ce qu'on peut ajuster dans le contrat de manière globale. Ça passe par, si possible, une prolongation des délais d'exécution, qui sera notamment pertinente en cas de pénurie de certains matériaux. Ça passe également, si le titulaire est vraiment en difficulté, notamment en cas de pénurie, par une renonciation à tout ou partie des pénalités de retard. Hein. D'en rappeler qu'un pouvoir adjudicateur peut, compte tenu de la jurisprudence citée ici, un Conseil d'État 9 novembre 2018, toujours renoncer à infliger les pénalités de retard prévues au contrat. Et ça passe surtout par l'adaptation du périmètre d'exécution des prestations par un an. Alors, c'est quoi l'adaptation du périmètre des prestations? Grosso modo, c'est changer un matériel par un autre. Il y a une pénurie sur le bois de qualité, il n'y a plus de chaîne sur le marché, on va substituer ce matériel par un bois de moindre qualité ou peut-être un matériel alternatif qui aura les mêmes configurations. On peut aussi changer le mode d'exécution de la prestation. On peut penser, alors quand je dis changer, c'est toujours dans la mesure du raisonnable, hein, j'y viendrai. On ne peut pas, à la limite, c'est de jamais bouleverser l'économie du contrat et de trop toucher aux conditions initiales de la prestation qui avait fait que le titulaire est sélectionné à l'issue de la mise en concurrence. On peut aussi éventuellement envisager des solutions pour, si possible, limiter le besoin en main-d'œuvre, substituer une partie du marché par une autre. Bref, on s'ouvre ici à l'ingéniosité des parties pour essayer de tirer un peu d'économie sur le contrat. Ça, c'est la logique qui est préconisée par Bercy. Quel fondement juridique est préconisé? La circulaire du Premier ministre et la fiche de la DAJ insistent surtout sur le R 2194-5 du Code de la commande publique pour les marchés, sont pendant pour les concessions R 31-35-5. J'y reviendrai plus en détail dans les slides suivants. Quelle est la limite affichée, la sacro-sainte limite préconisée par Bercy? C'est l'intangibilité du prix. Si l'on s'en tient aux fiches de la DAJ et à la circulaire du Premier ministre, on peut faire beaucoup de choses. Mais s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est de modifier. Ce qui me semble peut-être un peu trop restrictif. J'y reviendrai également. Alors, passons au peigne fin à la doctrine administrative de Bercy et de Matignon pour voir ce qu'on peut en tirer sur le plan pratique. Le fondement juridique proposé par Bercy, il est assez peu connu en pratique. C'est un fondement juridique qui est issu des directives marché de 2014, qui ont été transposées en droit français par les directives marché et les ordonnances et décrets marché et concession de 2015-2016, puis dans le code de la commande publique qu'on utilise aujourd'hui. Donc c'est une hypothèse qui n'était pas connue jusqu'alors en droit français, qui est rentrée dans notre droit national il y a maintenant 7 ans, et sur lequel on a encore assez peu de recul jurisprudentiel. Et vous comprendrez rapidement pourquoi. Que nous dit ce texte? On nous dit qu'un marché peut être modifié lorsqu'une modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Si on arrive à se placer sur ce texte, c'est le jackpot pour l'acheteur public et pour le titulaire.
on a quasiment un boulevard devant nous pour modifier le contrat, puisque la limite de modification n'est que de 50% du montant du marché initial, et ce seuil de 50% s'apprécie pour chacune des modifications du contrat. Donc autant vous dire qu'avec ça, on a un boulevard pour changer de manière extrêmement profonde le contrat, et notamment son montant. On peut passer de 100 à 150, donc c'est pas négligeable. Et si on le fait en 2 fois, on peut passer de 100 à 200, etc., etc. Néanmoins, la rédaction de ce texte, bon, on nous laisse quand même assez perplexes. Pourquoi? Parce que bon, alors déjà, on a cette sorte de contradiction entre, d'une part, un marché qui peut être modifié, donc sous-entendu, l'acheteur a la diligence, peut à la discrétion modifier ou ne pas modifier son marché sur ce fondement-là. Hein, il n'est pas tenu de le faire. Hein, le marché peut être modifié, mais il peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire. D'un côté, c'est nécessaire, mais de l'autre côté, c'est une possibilité. Bon, soit, imaginons que l'acheteur soit enclin à utiliser, à se fonder sur cette disposition pour modifier son marché. On a quand même 2 conditions qui sont par ailleurs assez restrictives. Alors, la modification doit être nécessaire. Alors bon, on peut considérer qu'en cas de pénurie des matériaux, bah oui, la modification est nécessaire, on n'a pas d'autre choix. Après, quid en cas d'envolée de certains prix des approvisionnements, est-ce que c'est véritablement nécessaire? Non, en soi, en théorie, non. Le titulaire peut continuer à assurer son marché en perdant de l'argent, c'est pas nécessaire pour le pouvoir adjudicateur de modifier le marché. Mais surtout, ce qui nous gêne dans cette disposition, c'est qu'elle n'autorise les modifications nécessaires pour rétablir le contrat à la suite de circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. C'est-à-dire que la nécessité de modifier le contrat ne s'apprécie que du point de vue de l'administration, que du point de vue de l'acheteur, et non pas du point de vue du titulaire. Alors, c'est quoi les circonstances qu'un acheteur diligent aurait dû prévoir? A priori, on pourrait se dire que l'envolée du prix des matières premières, ce n'est pas une circonstance qui incombe à l'acheteur de prévoir. A priori, c'est le titulaire qui fait ses hypothèses de prix, qui prend son risque et qui est censé prévoir, tant que faire se peut, une éventuelle envolée des prix des matières premières. Mais ce n'est pas à l'acheteur de prévoir les éventuelles conditions économiques auxquelles sera soumis son titulaire pendant la durée du marché. Bon, c'est une interprétation qui nous est propre, hein, sur laquelle il n'y a pas encore, à notre connaissance, de recul jurisprudentiel. Bon, je me suis replongé à l'origine de ce texte, hein, c'est-à-dire la directive 2014 sur les marchés publics, et l'exposé des motifs de cette directive, donc qui est bien à l'origine, hein, du texte français, nous donne cette explication dans le PowerPoint que je ne reprendrai pas texto, mais qui nous dit quand même que bon, les circonstances imprévisibles sont celles que le pouvoir adjudicateur, bien qu'ayant fait preuve d'une diligence raisonnable lors de la préparation du marché initial, n'aurait pu prévoir, compte tenu des moyens à ses dispositions, de la nature et des caractéristiques du projet particulier, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en adéquation les ressources consacrées à la préparation de l'attribution du marché à la valeur prévisible de celle-ci. Bon, donc la Commission européenne, hein, dans sa directive, nous dit quand même que les circonstances imprévues par l'acheteur recouvrent aussi celles tenant à l'adéquation entre les ressources consacrées à la préparation de l'attribution du marché et la valeur prévisible de celle-ci. Peut-être que, passant par le biais de l'interprétation de la directive, hein, de la version originelle du texte français, on pourrait se raccrocher à une inadéquation entre les conditions économiques prévues au moment de la rédaction du marché et celles qu'elles sont à l'instant T. Bon, mais il n'empêche que la logique de ce texte, hein, on comprend vite en lisant, c'est plutôt de couvrir des circonstances imprévues dans le cadre d'un chantier. Sur un marché public de travaux, paf, il y a une pollution que personne ne pouvait découvrir. Là, effectivement, ça chamboule tout le marché. Il faut de la latitude. On doit pouvoir modifier
plus que substantiellement le marché. Donc, on autorise des modifications ponctuelles avec limite de 50% pour faire face à cet aléa qui est plutôt inhérent au marché, davantage que aux conditions économiques. Donc, bon, on a quand même des réticences à se placer sur ce fondement s'il fallait conclure un avenant de révision du contrat pour l'adapter au contexte économique actuel. Je pense que bon, dans quelques mois, on aura des décisions car certains acheteurs ont passé le pas hein, sur la base de la circulaire du Premier ministre. Ils se sont fondés sur cette disposition, à voir ce que nous dira la jurisprudence. Mais en l'état, le recours à ce fondement, bien que préconisé par le ministre, ne nous semble pas balisé à 100%. Le fondement juridique alternatif qui nous semble plus approprié est celui moins intéressant dans son étendue, mais en tout cas plus simple dans son interprétation, de l'article R2194-8 du Code de la commande publique. C'est une hypothèse de modification qui couvre les modifications dites de faible montant. Quand on a une modification qui n'excède pas 10% du marché initial pour les fournitures et services ou 15% pour les marchés de travaux et qui ne dépasse pas les seuils européens, donc 5,3 millions pour les travaux et 240 hein, pour les fournitures et services. En quelque sorte, on a un blanc-seing. La modification est supposée et présumée ne pas être une modification substantielle prohibée par les textes. Donc, notre préconisation serait plutôt de se placer sur ce terrain-là s'il fallait conclure un avenant destiné à rééquilibrer les contrats. Alors, question qui va vous paraître peut-être surprenante à certains, est-ce qu'on peut modifier simplement le prix du contrat à un avenant? Bercy nous dit non, c'est pas possible. Le Premier ministre nous dit non, c'est pas possible, hein, avec cette phrase extraite, c'est circulaire qui veut tout dire. L'acheteur ne doit pas utiliser ces dispositions pour modifier par voie d'avenant les clauses fixant le prix lorsque cette modification du prix n'est pas liée à une modification du périmètre, des spécifications ou des conditions d'exécution du contrat. Bien entendu, on peut toucher un peu à l'équilibre économique si, à côté, on touche aux conditions pratiques d'exécution de la prestation. Cela étant, un seul avenant portant sur le prix, c'est pas possible, parce que le prix, selon la doctrine applicable au contrat public, est strictement intangible. Bon, ça, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on retrouve souvent hein, sur Internet, dans les blogs, mais quand on regarde un peu plus en détail, le prix du marché n'est pas si intangible que ça. Alors certes, on a, faut le reconnaître, hein, dans le Code de la commande publique, une disposition qui nous dit les marchés sont conclus à prix définitif. Et ça veut dire quoi, à prix définitif? Ça veut dire prix intangible ou pas? Il n'y a pas de commentaire sous ce texte et, se faire de ma part, il n'y a pas de jurisprudence qui ont vraiment précisé ce que ça veut dire prix définitif. En principe, prix définitif, ça s'oppose à prix provisoire. On ne peut pas conclure un marché à prix provisoire, ça c'est clair. Mais est-ce que pour autant, on ne peut pas, en cours d'exécution du contrat, toucher un petit peu au prix? Visiblement, la dernière jurisprudence en la matière semble confirmer qu'on peut quand même y toucher un petit peu. Et je renvoie notamment à ces deux décisions du Conseil d'État. Alors la première, hein, qui est souvent citée du 20 décembre 2007, portait sur une modification de prix qui était intervenue dans un contexte assez spécifique. On était en fin de marché et les parties s'étaient accordées pour passer d'un prix révisable à un prix ferme. Bref, faire sauter en quelque sorte la clause de révision de prix dans les derniers instants. Et le Conseil d'État nous dit non, non, il n'y a pas de souci. On peut passer d'un prix révisable à un prix ferme dans cette hypothèse-là parce qu'on est en fin de marché et surtout parce que la modification, elle avait pour effet de faire économiser un peu de sous à l'acheteur public. Est-ce que la position a été la même si la modification aurait pour effet de gagner un peu de sous au titulaire? On ne sait pas.
Bercy cite cette décision dans sa fiche relative à la modification, enfin la fiche que je vous ai citée, pardon, sur la révision des contrats confrontés aux prix de matières premières. Et Bercy nous dit, ne tirez pas trop de conclusions de cette décision, parce que justement, dans ce cas particulier, la modification du prix était bénéfique à l'acheteur et pas au titulaire. Bon, il n'empêche que, à mon sens, la dernière jurisprudence qui tue le débat, si je puis dire, c'est celle du 16 mai 2022, où on est dans cette hypothèse que je venais de vous décrire, à savoir modification de faible montant inférieur à 10% en cas de fourniture et service, à 15% en cas de travaux, et qui, en tout état de cause, ne dépasse pas les seuils européens. Il s'agissait en l'occurrence d'un marché public d'assurance. Et les parties, donc c'était un centre hospitalier et un assureur, et les parties s'étaient accordées pour modifier par voie d'avenant la prime d'assurance, ce qui avait pour effet d'augmenter de 74 000 € le montant du marché. Les parties s'étaient donc fondées sur la disposition que je venais de vous citer. Et le Conseil d'État répond, il résulte de l'avenant litigieux qu'il porte la prime d'assurance, voilà, c'est une augmentation de 74 000 €, ce qui représente une augmentation de 5% du montant total du marché sur les 3 années d'exécution. Donc on se place bien en deçà du seuil de 10% qui est mentionné ici, hein, inférieur à 10% du montant total du marché, et on est inférieur au seuil européen. Deuxième condition qui est visée ici. Le Conseil d'État nous dit, bah, dans ce cas-là, puisque vous êtes resté dans l'épure de ce texte, hein, sous les seuils qui sont autorisés par les commandes publiques, vous pouviez ne modifier que le prix du marché. Donc là, on a un exemple assez flagrant d'un avenant qui ne porte que sur le prix, visiblement. Moi, j'ai repris la jurisprudence. Bon, j'ai pas lu l'avenant, mais en tout cas, le Conseil d'État ne mentionne pas d'autres paramètres de la prestation qui auraient été touchés par l'avenant. Et on se doute que dans un marché d'assurance, bon, se faire revoir l'étendue de la police, a priori, on est simplement là sur que le montant de la police, hein, qui passe de 2,65 à 3,48% du métier. Donc bref, le prix est-il si intangible que voudrait nous le faire croire Bercy? Pas visiblement la position du Conseil d'État dans sa dernière jurisprudence. Certains auteurs, hein, pour régler la question effectivement du principe d'intangibilité du prix, nous disent qu'en fait l'intangibilité du prix, ça ne fait opposition qu'à une modification unilatérale du contrat par un pouvoir adjudicateur. Il faut savoir que dans le cadre d'un marché public, on est sur une relation déséquilibrée entre d'un côté la grande administration et d'autre côté le petit titulaire du marché, qui a sur son dos ne serait-ce que l'action publique et le sacro-saint service public, et qu'en conséquence, l'administration peut lui ordonner de faire ceci ou cela, même s'il n'est pas content, même s'il n'est pas d'accord. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de modification unilatérale, hein, qui est attaché au contrat administratif. Et a priori, l'intangibilité du prix ne ferait obstacle qu'à une modification unilatérale du prix par l'acheteur. C'est tout le sens de cet extrait de l'arrêt du Conseil d'État du 26 novembre 1975 que je vous adresse ici. Bon, voici donc beaucoup de développement théorique, hein. Je vous ai exposé la doctrine de Bercy, j'ai remis en cause le fondement qu'il propose. J'ai plutôt suggéré de prendre un fondement moins difficile à motiver, qui est celui des petites modifications. Et je vous ai démontré que bon, la tangibilité du prix n'était quand même pas sacro-sainte et qu'on avait quand même une petite marge de manœuvre. Alors, comment on fait en pratique? Bon, il faut, tant que faire se peut, ménager la chèvre le chou. Il faut que l'acheteur, je pense, fasse œuvre de bienveillance et accepte de revoir un peu le périmètre des prestations, de revoir si possible la composition des matériaux qui est proposée par le titulaire pour lui permettre de réaliser une petite économie. D'accord? On se doute bien que ce qui compte fondamentalement, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, et que derrière, il faut un coup de pouce financier au titulaire. Donc il faut, si possible, habiller
habilement ce coup de pouce financier par une modification périmètre des prestations. Le tout dans la mesure du raisonnable. Il est évident que si vous changez du chêne fumé par du contreplaqué, là, on porte gravement atteinte aux conditions initiales de la mise en concurrence, on dépasse le seuil de l'acceptable et qu'on se met en risque juridiquement. Donc, il faut faire ça en bonne intelligence et plutôt procéder à des retouches qu'à une réécriture totale du périmètre de la prestation. Ça, c'est pour la logique, on va dire, économique et diplomatique. Entendons-nous pour habiller une révision des conditions économiques derrière un ajustement des conditions d'exécution du marché. En droit, sur quel fondement on doit se placer? L'idéal, le plus sécurisé, c'est de se placer, vous l'avez compris, sur le R2194-8 du Code de la commande publique, qui autorise les modifications de faible montant de moins de 10% pour fournitures et services, 15% pour les travaux. J'ai bien conscience que 10%, c'est pas beaucoup, et 15%, c'est pas beaucoup. Alors, s'il n'y avait qu'une modification, ma foi, ça pourrait être significatif. Mais souvent, un marché, surtout les marchés de longue durée, est modifié par à-coup. Et malheureusement, le seuil des 10% et des 15% s'apprécie au regard de l'intégralité des modifications. Donc, notamment sur des marchés publics de travaux qui auraient peut-être déjà été modifiés, avenantés avec des ordres de service ou avec des ordres de service de travaux supplémentaires déjà conséquents, la marge de manœuvre subsistante pour revoir le prix au regard des nouvelles conditions économiques, du nouveau contexte économique, peut être quand même assez limité. Reste ensuite un fondement un peu plus risqué, mais qui quand même est mentionné à plusieurs reprises dans la circulaire de Jean Castex, c'est le fondement du R2194-5, mais il faudra alors faire preuve d'inspiration pour démontrer que l'avenant fait suite à une circonstance que l'acheteur, aussi diligent était-il, n'avait pu prévoir. Voilà. Étant rappelé que bon, le risque de contentieux sur un avenant s'apprécie évidemment au cas par cas, n'hésitez pas à toujours très élevé. Quand on est sur des petits avenants, de petits marchés de collectivité, bon, on a toujours l'œil du préfet s'agissant du contrôle de légalité, mais bon, la doctrine est ce qu'elle est, compte tenu des dernières circulaires de Jean Castex qui justement poussent les acheteurs à la bienveillance. Si votre avenant est bien rédigé, bien fondé, est intelligemment bien pensé, a priori, je pense que le préfet saura se montrer tolérant. Reste des requérants un peu plus hargneux que sont les concurrents, qui peuvent toujours contester un avenant via cette arme fatale qui est le référé contractuel. Si votre concurrent arrive à démontrer qu'en fait votre avenant excède le seuil de ce qui est tolérable et constitue en tant que tel un nouveau contrat qui aurait dû de fait être précédé d'une nouvelle mise en concurrence, la sanction prévue par le texte est radicale. En l'absence de mise en concurrence d'un contrat, seule l'annulation est possible, sauf considération extrémiste liée à la préservation de l'intérêt général, à la continuité du service public. Mais voilà, partons du principe qu'un référé contractuel contre un avenant qui est un peu trop gros et qui en fait constitue un nouveau contrat, la sanction, c'est l'annulation. Bon. Et reste ensuite le recours en contestation de validité du contrat, le recours au fond, qui lui est un peu plus long, autant sur un référé contractuel, on peut avoir une décision entre 1 et 2 mois. Recours en contestation de validité du contrat, c'est du recours au fond. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, au tribunal administratif de Lille, on est sur des durées oscillant entre 2 et 3 années. Donc le plus souvent, quand le juge statue, bien le contrat ou l'avenant a déjà été mené à terme, et donc il ne reste plus grand-chose à annuler, et alors l'affaire se résout en dommages et intérêts le plus souvent. D'accord? Donc le concurrent a effectivement un pouvoir de nuisance, clairement, mais encore faut-il
qu'il soit informé de l'avenant. Et ça, c'est pas donné. Autant sur l'attribution de marché, quand on y a candidaté, on a vu son offre rejetée, qu'on est donc candidat invincé, on reçoit notification de rejet de notre offre avec normalement le nom de l'attributaire et la notation. Forcément, on reçoit ça, on est à chaud, on est plus enclin à aller au contentieux que lorsqu'on voit, si on le voit passer, la conclusion d'un avenant qui porte sur un contrat dont on n'a pas forcément suivi l'exécution. D'accord? Et il se peut même que le concurrent soit pas du tout averti de la conclusion d'un avenant, puisque le texte nous dit que, s'agissant des gros avenants, si je puis dire, ce dont je parlais ici, hein, R21 94.5, limite de 50%, si on justifie de circonstances non prévues par un acheteur diligent, là, l'acheteur doit publier un avis, en quelque sorte, un avis de conclusion de l'avenant. Il ne doit pas publier l'avenant, mais en tout cas, il doit publier une information comme quoi l'avenant a été conclu. Donc là, l'acheteur qui est connecté, qui surveille, le concurrent qui est connecté et qui surveille pourra éventuellement le voir. Après, si on est sur les avenants de petits montants, hein, de 10 ou 15%, il n'y a pas d'obligation de publier un avis d'avenant. Donc, vous passez en principe en deçà des radars médiatiques, si je puis dire, et il serait parfaitement anormal, hein, si vous êtes diligent et que vous maintenez le silence, que votre concurrent soit informé et vous fasse un recours. Bon, donc, pour résumer, bien motiver son avenant, modifier le paramètre de la prestation en plus des conditions économiques, tout est question d'habillement, si je puis dire. Si possible, se placer sur les modifications de faible montant, 10% ou 15% pour les travaux. Si vraiment c'est pas possible et que, bon, on est inspiré dans sa rédaction, on peut tenter le R21 94.5 en motivant la conclusion de l'avenant par une circonstance qu'un acheteur diligent n'aurait pas pu prévoir. Et en tout état de cause, jauger son risque contentieux, a priori quasi nul sur les petites modifications 10 à 15%. Sur les modifications plus élevées, possibilité pour un concurrent de le voir et de venir vous chercher sur un référé précontractuel ou un recours au fond. Voilà donc pour la modification des contrats en cours dans une situation où l'acheteur et le titulaire arrivent à s'entendre pour adapter les conditions d'exécution de son contrat. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on vous avez peut-être des questions ou est-ce que je peux enchaîner tout de suite sur l'imprévision parce que je vois que j'ai parlé un peu plus longuement que je ne l'espérais. Écoutez, on va passer en revue l'imprévision et ensuite on pourra continuer à échanger pour ceux qui le souhaitent. On était donc dans cette hypothèse-ci. Les parties s'accordent pour modifier le contrat. Je passe à l'hypothèse plus résiduelle, qui est celle, l'hypothèse attentiste. On ne modifie pas le périmètre de la prestation, mais on demande simplement une petite rallonge financière pour combler la hausse des prix des matières premières, etc. Hop, je suis ici. Alors, la théorie de l'imprévision, pour les 12 minutes qui me restent. On en parle beaucoup, que ce soit à la fac de droit, que ce soit dans les dernières circulaires de l'ADAJ ou de Jean Contexte, que ce soit dans les blogs, la doctrine juridique, etc. Mais en fait, en pratique, les cas d'application ne seront pas sur les doigts d'une main, mais en tout cas, je pense sur les doigts de plusieurs mois. C'est quoi la théorie de l'imprévision? Théorie qui date d'une jurisprudence de 1916. On était à l'époque sur le concessionnaire d'éclairage de la ville de Bordeaux, qui avait besoin de charbon pour produire du gaz, ce gaz permettant d'éclairer la ville. Et vlatipa que lors de la guerre 14-18, bien les troupes prussiennes avaient envahi quasiment tout le bassin de production de charbon, de sorte qu'il n'y avait plus de charbon sur le marché. Et notre pauvre concessionnaire se trouvait dans l'incapacité totale de pouvoir continuer sa prestation. Bref, il avait le couteau sous la gorge et financièrement, il était en train
de sentir la lame se rapprocher de sa glotte. Bon, voilà un peu la situation extrême d'une théorie de l'imprévision. Et là, à cette époque-là, le Conseil d'État nous dit, bon, bah vraiment, dans cette hypothèse extrême, extrême, extrême de bouleversement de l'équilibre économique du contrat, le titulaire a le droit à une indemnité, à une petite rallonge financière pour rééquilibrer sa situation. Hein. On pourrait à tête reposée relire le considérant du Conseil d'État et qui vous révèle à quel point la théorie de l'imprévision ne vaut que dans des situations plus qu'extrêmes. C'est donc une théorie ancienne qui a été assez peu utilisée, même si elle a été récemment codifiée à l'article 6 de la commande publique et qu'elle a récemment été étendue au contrat de droit privé, à l'article 1195 du Code civil, mais dans des circonstances un peu plus, avec des conditions un peu plus souples. Alors, l'imprévision, c'est bien, mais y accéder, c'est mieux. Et c'est là où on voit toute l'ambivalence du discours de Jean Castex, qui nous dit la raison pour laquelle je demande aux acteurs publics d'appliquer, lorsque c'est possible, la théorie de l'imprévision. Et tout est là, lorsque c'est possible. Et le fait est que ce n'est pas souvent possible, on le verra, car les conditions sont extrêmement restrictives. Il faut tout d'abord prouver le caractère imprévisible de la situation économique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors, est-ce que l'inflation, l'envolée des cours du pétrole, la hausse du bois, les semi-conducteurs, bref, est-ce que tout ça était prévisible? A priori, non, mais en fait, tout dépend de la date à laquelle vous vous placez. Vous avez conclu un contrat de marché public il y a 2 semaines, on était déjà dans une période d'envolée des prix. Là, vous étiez censé le prévoir. À quelle date il faut se placer pour considérer que la guerre en Ukraine est imprévisible? 2 semaines avant l'invasion de la Russie par les chars russes, la CIA, les services américains prédisaient déjà l'invasion. Bon, est-ce que dans ce cas-là, l'acheteur diligent devait anticiper peut-être des tensions sur les approvisionnements en blé, etc. Bon, tout est discutable. Hein. Je ne peux pas évidemment vous donner de réponse aujourd'hui, mais sachez qu'il y a cette condition qui vient au-dessus de toutes, et celle du caractère imprévisible. Et que nous dit la jurisprudence? Eh bien, à force de constater qu'elle est elle-même aussi imprévisible, sans mauvais jeu de mots. Je vous donne 2 exemples jurisprudentiels sur l'envolée, pour le coup, du prix des carburants. Première décision au cours administratif d'appel de Marseille, on est en 2018 de mémoire. On est en Corse, on a titulaire d'un marché public d'acheminement de transports médicaux d'urgence par hélicoptère dans les différents centres hospitaliers de l'île de Beauté, qui voit une augmentation, nous dit-il à l'époque, substantielle du prix du carburant et qui demande une indemnisation au titre de l'imprévision parce qu'il n'avait pas vu venir cette augmentation subite du prix du carburant. D'accord? La Cour administrative de Marseille lui dit, bah oui, effectivement, l'augmentation du prix du carburant en 2000 est imprévisible. Bon, plus au nord-est, vous allez à Nancy 5 ans après. On avait cette fois une société de BTP qui, bon, je ne vais pas passer les détails, avait besoin de pétrole pour produire une certaine matière première de chantier. Le pétrole avait augmenté, deuxième pic entre 2005 et 2007. Et la Cour administrative d'appel de Nancy, bah non, désolé, ça, c'était pas imprévisible, parce qu'il faut toujours s'attendre à ce que les cours fluctuent. Hein. La Cour de Nancy nous dit quand même, il résulte toutefois de l'instruction que le prix du pétrole est régulièrement soumis à de fortes variations, se répercutant sur le coût de produits à forte teneur en bitume, comme ceux utilisés pour la réalisation des prestations de marché en cause. Bref, par définition, le cours du pétrole est volatile, donc venez pas nous dire que vous avez été surpris par une augmentation du pétrole. Vous voyez bien cette différence d'appréciation entre Marseille et entre Nancy. Donc tout est question de démonstration, de motivation, et tout est lié évidemment au cas d'espèce. C'est difficile de faire une généralité. Mais sachez qu'aujourd'hui, bon, compte tenu des prises de position de Castex, on peut considérer évidemment qu'à un moment ou à un autre, l'envolée des prix du pétrole, de certaines matières premières qu'on vit aujourd'hui, pouvait être qualifié comme imprévisible. Je ne dirais pas qu'elle le sera encore aujourd'hui pour les contrats conclus à ce jour, mais en tout cas, pour ceux conclus en début d'année, on peut le soutenir, c'est sérieux. Deuxième condition,
nous dit Bercy, il faut prouver que les approvisionnements n'étaient pas déjà en stock avant l'envolée des prix. Sous-entendu, vous êtes, je sais pas moi, titulaire d'un marché public de transport, vous plaignez de l'envolée des prix du pétrole, eh bien, il faut montrer que vous n'avez plus de pétrole en réserve dans vos cubes. Comment est-ce qu'il faut faire? Ça, Bercy ne nous le dit pas. Est-ce qu'il faut aller envoyer un huissier constater l'état de vos stocks? Est-ce qu'il faut le prouver sur la base de votre bilan comptable? Pas évident à prouver que les approvisionnements n'étaient pas déjà en stock. Condition 3 et pas des moindres, il faut, pour prétendre à une indemnisation au titre de l'imprévision, prouver que le marché est substantiellement déficitaire. Une simple perte de bénéfice ne suffit pas. Il faut démontrer que le titulaire perd de l'argent en exécutant le contrat. Et il y a quand même une certaine amplitude, c'est-à-dire que la jurisprudence considère que dans tous les cas, un titulaire de marché, il prend ce risque économique, et s'il perd un peu d'argent, c'est la vie des affaires. Parfois, on fait des bénéfices, parfois, on n'en fait pas. Ça fait partie du risque inhérent, en quelque sorte, à la vie des affaires. Ce qui est indemnisable au titre de l'imprévision, ce sont les déficits assez élevés. C'est-à-dire le titulaire ne fait pas que perdre un peu d'argent, en quelque sorte, il mange ses culottes. D'accord? Alors là encore, avec des appréciations assez variables de la jurisprudence. Alors, Conseil d'État, 1er juillet 2015, il y avait un titulaire qui était parvenu à démontrer que le coût d'exécution de son marché avait augmenté de 11,3%. Le Conseil d'État nous dit, ah non, c'est pas suffisant pour prétendre à une indemnité d'imprévision. On revient à la jurisprudence à l'inverse de la CA de Marseille sur mes transports de patients par hélicoptère en Corse. Là, le prestataire avait démontré une augmentation de 7% du coût du marché. Et la CA de Marseille avait considéré qu'en plus d'être imprévisible, cette augmentation était suffisamment substantielle pour lui octroyer une indemnité au titre de l'imprévision. Et il avait obtenu 34 000 euros. Donner un ordre d'idée. Donc bon, on a quand même des aléas jurisprudentiels du cas par cas. Et il y a une question à laquelle on n'a pas de réponse fixe, c'est quelle doit être la durée du déficit? C'est-à-dire, est-ce que il suffit de perdre l'argent sur 2 mois pour prétendre à une indemnité d'imprévision? Est-ce qu'il faut en perdre sur toute la durée du marché? Est-ce que ça doit être 1, 2 années? À vrai dire, on ne le sait pas. Je pense qu'il faut quand même que la période de perte d'argent pour le titulaire soit suffisamment significative. Je dirais au moins 6 mois, 1 an, pour que ça vaille le coup d'aller chercher une indemnité d'imprévision au besoin devant le juge administratif. Et enfin, dernière condition qui est évidente, mais qu'il convient de rappeler, c'est celle du lien de causalité. Le déficit du titulaire doit être imputable à l'événement imprévisible. C'est parce que le pétrole a augmenté que le titulaire perd de l'argent. D'accord? Donc ça va être simple à prouver, par exemple, dans un marché de transport. Le gasoil, c'est la matière première. Le gasoil a doublé, oui, forcément, il perd de l'argent. On sent bien que c'est la cause principale du déficit de l'opérateur. À l'inverse, sur des contrats un peu plus complexes, un peu plus globaux, on peut perdre un peu d'argent en raison d'un événement imprévisible, mais on peut aussi perdre à côté de l'argent en raison d'une mauvaise organisation ou de paramètres qui sont propres à l'organisation de l'opérateur lui-même. C'était le cas ici, Conseil d'État 2019, sur une concession de service public de desserte maritime de Saint-Pierre et Miquelon. Il y avait l'opérateur perdait beaucoup d'argent. Il y avait un paramètre imprévisible, en tout cas mal prévu par l'autorité concédante, c'est qu'elle lui avait donné des données de trafic maritime qui n'étaient pas les bonnes. Forcément, lui, il avait bâti son business plan sur ses prévisions de trafic. Et quand il a vu que ce n'était pas les bonnes, il ne pouvait pas le prévoir. Il avait de mauvaises données. Donc, il est venu solliciter une indemnité d'imprévision. Et le Conseil d'État lui dit, non, Coco, tu perds certes de l'argent à cause de ces paramètres imprévisibles qui étaient les mauvaises données de trafic. Mais moi, quand j'analyse la gestion de ta société, je me rends compte que finalement, tu n'es pas très bon là, et que si tu avais été un peu meilleur, tu n'aurais pas perdu d'argent. Jurisprudence quand même assez sévère et assez intrusive, il faut dire, du Conseil d'État.
Voilà. Et précisons hein, que si la situation s'éternise, qu'il n'y a pas du tout de perspective de rétablissement de l'équilibre du contrat, dans ce cas, le titulaire peut solliciter la résiliation de son contrat au titre de la force majeure. Quelle est l'étendue de l'indemnité à laquelle on pourrait prétendre au titre de la prévision? C'est une part du déficit du marché. Le titulaire doit prévoir que sur un marché qui à la base était de 100 euros, il avait prévu de faire une marge de 80, il avait prévu un coût de marché de 80, une marge de 20%, donc de 20, et finalement, le coût qui devait être de 80 est passé à 120. Eh bien, c'est le surplus de le 20, le déficit de 20, qui pourra être indemnisé au titre de l'imprévision. Et dans tous les cas, l'administration ne prend pas à sa charge l'intégralité du déficit du marché, mais une part comprise selon les auteurs entre 85 et 90%, tandis que le titulaire doit quand même conserver une part de déficit à sa charge de 10 à 15%. Concrètement, comment la solliciter, cette indemnité type de l'imprévision? Toutes les questions de motivation. Pour démontrer que bien l'événement était imprévisible, que le déficit est substantiel, hein, qu'il excède 10-15% des prévisions initiales, qu'il est imputable à la situation économique en cause. Et pour ça, il faut se déshabiller. Il faut déshabiller sa comptabilité et il faut, à mon sens, nécessairement, ça me semble être un prérequis indispensable, aller voir un expert comptable pour mettre noir sur blanc les données comptables et chiffrer votre préjudice lié à l'exécution déficitaire du marché. On voit parfois hein, des entreprises qui tentent un peu leur chance, ils se disent, bon allez, tout le monde le fait, on va le faire aussi, qui se contentent d'un courrier au pouvoir adjudicateur en disant, bah, écoutez, tout augmente, moi j'arrive pas à faire le tour, ça va plus, donnez-moi autant. Ça c'est compliqué. C'est compliqué, il faut toujours se mettre dans la situation de l'administration d'acheteur public. L'administration ne peut pas consentir de libéralité. Pas donner de l'argent public comme ça à un prestataire privé si c'est pas justifié de manière très rigoureuse. Et la justification ne peut être que comptable. Et le seul à pouvoir attester sous sa responsabilité d'un déficit comptable, c'est l'expert comptable. Donc, à mon avis, une analyse d'un expert comptable est un prérequis nécessaire. L'indemnité d'imprévision peut soit se négocier à l'amiable, c'est rare. On peut imaginer que bon, bah, l'acheteur voit effectivement les résultats comptables, il se dit bon, bah, clairement, autant transiger tout de suite plutôt que d'aller au contentieux. Et un accord amiable est conclu, au terme de laquelle la collectivité s'engage à payer une indemnité d'imprévision à son titulaire. Alors bon, le Premier ministre nous dit dans ce cas, c'est pas vraiment un avenant au contrat, c'est une convention annexe au contrat. Ça se discute, mais bref, il est possible, via un instrumentum contractuel, de convenir d'une imprévision à l'amiable. Mais le plus souvent, c'est une hypothèse qui est contentieuse, hein, puisque le titulaire se prévaut de son droit à indemnité d'imprévision. Et il saisit alors le tribunal administratif, soit d'un recours direct, hein, il saisit le juge du contrat, soit au moment de la liquidation des comptes, avec un titulaire qui va inclure une indemnité d'imprévision à son projet de décompte. Voilà donc, vous l'avez compris, hein, sur l'imprévision, pour conclure. On en parle beaucoup, mais les conditions sont quand même extrêmement restrictives et il faut perdre beaucoup d'argent. À mon avis, il faudrait au moins un déficit de 10-15% du marché pour prétendre aller récupérer une indemnité au titre de l'imprévision. Et dans tous les cas, le titulaire a supporté une petite partie à sa charge. Il est 12h33. Je suis navré d'avoir dépassé de 3 minutes et je suis à l'écoute de vos questions. Bonjour. Bonjour. J'avais une toute petite question au tout début déjà merci pour l'intervention et les exposés. J'avais une petite question sur la renégociation ou même l'abandon des pénalités de retard. Est-ce que si justement
la commune ou l'acheteur décide d'y mettre fin, est-ce que ça conserve toujours son caractère libératoire? L'abandon? Bonne question. Je ne peux pas vous répondre. Je pense que oui. Je pense que ça concerne le caractère libératoire. C'est quoi l'enjeu des pénalités, hein? C'est de se dire, bon, si vous êtes en retard, ça va vous causer un préjudice. Plutôt que de se laisser une incertitude là-dessus, on va d'ores et déjà chiffrer le montant de ce préjudice et vous allez devoir me payer ça et rien de plus pour compenser mes préjudices liés en retard. Ça, c'est le caractère libérateur de la pénalité. Il est prescrit au contrat si la collectivité dit bah, finalement mon préjudice c'est moins que ce que j'avais prévu dans le contrat. Il est moins, mais il ne peut pas être quelque chose d'autre. Sous réserve une vérification dans la jurisprudence, je pense oui que les pénalités conservent leur caractère libératoire, même si le pouvoir adjudicateur y a renoncé en tout ou partie. D'accord, très bien, merci. Bon, n'hésitez pas, hein, on est là pour échanger. Alors, j'imagine que les estomacs commencent à crier famine, mais on peut encore échanger quelques minutes. De toute manière, on vous adressera le support hein, si on prend connaissance à tête reposée, car il y avait beaucoup d'infos en si peu de temps. Bon, bah écoutez, si pas de questions, n'hésitez pas. De toute manière, vous avez mon adresse mail. On peut continuer à échanger sur vos problématiques en B2B, si je puis dire. Nous demeurons à votre disposition. Et je vous souhaite un très bon déjeuner et un très bon vendredi après-midi. À bientôt.